Mon mari m'a quittée pour une femme de 15 ans, sa cadette, a emporté tout ce que nous avions bâti ensemble et m'a laissée seule avec nos 3 enfants. Mais quand elle a découvert la vérité à son sujet et a subi à son tour un abandon brutal, il m'a supplié de le reprendre. Et ce que je lui ai fait va vous choquer. J'étais sur le seuil de ma propre maison, celle que j'avais payée seule ces 2 dernières années, à regarder l'homme qui avait un jour juré de m'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il était à genoux devant moi, pleurant comme un enfant, me suppliant de le laisser entrer, disant qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie, que Sophia l'avait laissé sans rien, qu'il n'avait nulle part où aller, que ses enfants avaient besoin de leur père. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais jamais pensé ressentir en voyant cet homme anéanti sur ma porte. Je n'ai absolument rien ressenti. Ni colère, ni pitié, ni amour, rien. Juste un vide glacial, là où battait autrefois un cœur brisé. Et quand il a attrapé l'ourlet de mon pantalon et a murmuré d'une voix brisée qu'il m'aimait, qu'il m'avait toujours aimé, qu'il avait été un imbécile, je l'ai regardé droit dans les yeux, ces mêmes yeux qui m'avaient ignoré pendant des années, qui avaient brillé de désir pour une autre femme, qui m'avaient regardé avec mépris quand je l'avais supplié de rester. Et j'ai prononcé, avec un calme qui m'effraie en moi-même, une phrase que j'avais répétée 1000 fois dans ma tête pendant mes nuits blanches. Et ses larmes ont redoublé lorsque les mots sont sortis de ma bouche, car il a compris à cet instant qu'il avait perdu non seulement une épouse, mais la seule personne qu'il ait jamais vraiment aimée inconditionnellement, et que cette femme n'existait plus. Je l'avais enterrée en même temps que notre mariage, et ce qui se tenait devant lui maintenant était une personne complètement différente, quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas, quelqu'un qu'il avait lui-même créé de ses propres mains, à travers chaque trahison, chaque humiliation, chaque promesse rompue. Avant de continuer, j'aimerais prendre un instant pour remercier chacun d'entre vous qui est ici, à regarder et à écouter cette histoire qui a complètement bouleversé ma vie. Si ce contenu vous plaît, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire et laissez un like car cela m'aide énormément à continuer de partager ces expériences vécues qui peuvent toucher le cœur de quelqu'un traversant une épreuve similaire. J'ai créé cet espace pour que nous puissions nous connecter à travers nos récits, nos peines, nos victoires, car je suis convaincue que lorsque nous partageons notre vécu, nous aidons les autres à trouver la force d'aller de l'avant, de ne pas baisser les bras, de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans leur parcours. Alors s'il vous plaît, rejoignez cette communauté, abonnez-vous. Et maintenant, revenons à cet instant, sur le pas de ma porte. Mais avant de vous dire ce que je lui ai répondu, vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Comment un mariage de 15 ans, 3 enfants et tant de rêves partagés se sont transformés en cet homme à genoux, implorant la miséricorde qu'il ne m'a jamais accordée. J'ai rencontré Richard quand j'avais 22 ans. J'étais réceptionniste dans un cabinet médical et il était visiteur médical. Un bel homme, charmant, qui m'a séduite avec des dîners romantiques et des promesses d'une vie tranquille et heureuse. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, lors d'une cérémonie simple mais pleine d'amour. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Les premières années, il était attentionné, m'aidait à la maison, me faisait des compliments. Et à la naissance de notre première fille, Béatrice, il semblait être le père le plus fier du monde. Nous avons acheté notre première maison avec un prêt immobilier serré, mais elle était à nous. Chaque brique posée à la sueur de notre front. Puis sont arrivés Gabriel et Sophie. Notre famille était au complet. Mais c'est précisément à la naissance de Sophie que tout a commencé à changer. Richard s'est mis à travailler de plus en plus. Des voyages constants, des réunions qui s'éternisaient jusque tard dans la nuit, des week-ends au bureau. Et moi, naïve, je croyais qu'il construisait un avenir meilleur pour nous. Je me retrouvais seule, avec 3 jeunes enfants, me levant aux aurores, changeant les couches, gérant les fièvres et les crises, jonglant entre la maison, les enfants et mon travail à mi-temps que j'avais décroché comme assistante administrative. Pendant ce temps, Richard devenait de plus en plus distant, irritable et froid. Il rentrait à la maison et me regardait à peine. Ne me demandez pas comment s'était passée ma journée, ne remarquez pas quand je changeais de coiffure ou que je portais cette robe qu'il adorait autrefois. Les enfants couraient pour l'embrasser et il les repoussait avec impatience, disant qu'il était fatigué, qu'il avait besoin de silence, qu'ils étaient trop bruyants. J'ai commencé à remarquer des messages étranges sur son portable, des appels auxquels il répondait dans une autre pièce, un parfum différent sur ses chemises, mais quand je l'interrogeais, il explosait. Il me traitait de folle, de paranoïaque, d'étouffante. Il disait que j'étais une épouse pénible, qui ne faisait que se plaindre,
que lui s'est tué au travail pour subvenir aux besoins de la famille et que tout ce que je faisais, c'était de l'accuser de choses absurdes. Et j'y croyais. Je croyais vraiment que le problème venait de moi, que j'exagérais, que c'était mon manque de confiance qui parlait. Alors j'essayais d'être meilleure, plus compréhensive, plus belle, plus intéressante. Je me levais plus tôt pour lui préparer son café comme il l'aimait. Je tenais la maison de façon impeccable. Je prenais soin de moi, même épuisée. Mais rien n'y faisait. Il se contentait de me regarder avec ce mépris glacial qui me glaçait l'âme. Ma belle-mère, Marlène, ne faisait qu'empirer les choses. Elle ne m'avait jamais aimée, avait toujours pensé que son fils méritait quelqu'un de mieux, plus riche, plus instruite, plus élégante, et elle se faisait un devoir de me le rappeler à chacune de ses visites. Elle critiquait ma cuisine, ma maison, mes vêtements, la façon dont j'élevais ses petits-enfants, et Richard ne prenait jamais ma défense. Il restait silencieux ou, pire encore, abondait dans son sens. Ma belle-sœur, Patricia, était encore pire, une commère venimeuse. Elle passait son temps à inventer que l'on m'avait vu discuter avec d'autres hommes, que je ne m'occupais pas bien des enfants, que la maison était toujours en désordre, des mensonges que Richard buvait comme des paroles d'évangile. Jusqu'au jour où, il y a 3 ans, j'ai découvert la vérité qui me martelait déjà la poitrine, mais que je refusais d'accepter. J'ai trouvé des messages explicites sur son ordinateur portable qu'il avait laissé ouvert, des conversations avec une certaine Catherine, une stagiaire de son entreprise de 25 ans, des photos sensuelles, des conversations vulgaires, des déclarations d'amour, des projets de s'enfuir ensemble. Il lui disait des choses qu'il ne m'avait jamais dites, la nommait l'amour de sa vie, affirmait se sentir vivant à ses côtés, que je n'étais qu'une obligation, un fardeau qu'il portait, et que dès que les enfants grandiraient un peu, il se débarrasserait de moi. Je l'ai confronté le soir même, l'ordinateur à la main, tremblante de rage et de douleur. Et vous savez ce qu'il a fait? Il n'a rien nié, ne s'est pas excusé. Il m'a regardé avec un sourire cynique et a dit que je devrais le remercier d'être encore là, que n'importe quel homme à sa place serait parti depuis longtemps, que j'étais devenue une femme sans intérêt, grosse, une pleurnicheuse, et que Catherine, elle, le faisait se sentir un vrai homme. Et puis il a simplement quitté la maison ce soir-là et n'est pas revenu pendant une semaine. Quand il est revenu, ce fut seulement pour prendre ses affaires et m'annoncer qu'il partait pour de bon, qu'il voulait le divorce, qu'il allait vivre avec Catherine, et que je pouvais garder la maison et les enfants, puisque c'était ce que je voulais, le piéger dans une vie misérable. Le moment précis où j'ai décidé de ne plus être une victime est arrivé 3 mois après qu'il a quitté la maison. J'étais au supermarché avec les 3 enfants, essayant de faire les courses du mois avec le peu d'argent que j'avais, car Richard avait cessé de verser la pension alimentaire, prétextant des difficultés financières. Sophie s'est mise à pleurer pour un chocolat, Gabriel voulait un jouet, et Béatrice était mortifiée de honte, car ses camarades de classe voyaient sa mère compter ses pièces à la caisse. C'est alors que je les ai vus, Richard et Catherine, entrer dans ce même supermarché. Elle, tirée à 4 épingles, vêtue de marque, un sac de luxe à la main, coiffée comme si elle sortait d'un grand salon, et lui, portant des sacs remplis de produits d'épicerie fine, de vins coûteux, de fromages affinés. Il riait aux éclats, sans le moindre souci au monde, alors que moi, j'étais là, avec mes enfants, à tirer le diable par la queue. Et quand nos regards se sont croisés, il a eu l'audace de détourner le visage, comme si j'étais une inconnue, comme si ces 3 enfants qui pleuraient autour de moi n'étaient pas sa responsabilité. Et quelque chose en moi s'est définitivement brisé. Non pas de douleur, mais de rage. Une rage froide et calculée que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai commencé à réfléchir, à vraiment réfléchir, pour la première fois depuis des années. J'ai compris que j'avais été une idiote, que j'avais cru à tous ces mensonges, que je l'avais laissé tout contrôler, les finances, les décisions, jusqu'à ma propre perception de la réalité. Mais maintenant, je voyais tout avec une clarté cristalline. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé une avocate spécialisée en droit de la famille, aux honoraires abordables, Maître Hélène, une femme incroyable, qui est devenue mon alliée dans cette guerre. Elle m'a expliqué mes droits, m'a montré que j'avais bien plus de pouvoir que je ne l'imaginais,
J'ai commencé à réunir des documents, des relevés bancaires, des justificatifs, des captures d'écran de conversation, tout ce qui pouvait prouver sa négligence et la dissimulation de patrimoine. J'ai découvert que Richard avait transféré sa part de l'entreprise au nom de sa mère pour ne pas avoir à la partager avec moi lors du divorce, qu'il avait un compte bancaire secret, qu'il avait vendu la voiture qui était à son nom et caché l'argent. Chaque découverte était un coup de poignard, mais c'était aussi une munition. Je me suis remise aux études, j'ai suivi une formation en ligne en gestion financière, j'ai tout appris sur les investissements, sur la manière de gérer un budget, de devenir véritablement indépendante. J'ai décroché un meilleur poste de coordinatrice administrative dans une plus grande entreprise. Le salaire n'était pas énorme, mais il était à moi, digne, gagné à la sueur de mon front. J'ai recommencé à prendre soin de moi, non pas pour lui, mais pour moi. J'ai perdu les kilos que j'avais pris pendant mes grossesses, je me suis remise au sport, j'ai changé de coiffure, renouvelé ma garde-robe avec des pièces simples, mais dans lesquelles je me sentais belle. Et chaque jour qui passait, je me sentais plus forte, plus lucide, plus déterminée. Désormais, j'avais un plan. Un plan qui allait lui faire regretter chaque humiliation qu'il m'avait infligée. Il ne s'agissait pas d'une simple vengeance, mais de justice. Il s'agissait de récupérer ce qui m'appartenait de droit, de garantir l'avenir de mes enfants, de lui montrer, à lui et au monde entier, que je n'étais pas cette femme faible et pathétique qu'il croyait que j'étais. J'ai parlé à des voisins, à ses collègues, à des personnes bien informées, et j'ai assemblé le puzzle parfait de sa double vie, de ses mensonges, de ses trahisons et des délits financiers qu'il commettait. Et pendant qu'il se croyait libre, vivant sa vie de conte de fées avec sa jeune maîtresse, j'étais en coulisses, préparant la scène pour le plus grand spectacle de sa vie, celui de sa propre ruine. Et la beauté de toute cette histoire, c'est qu'il n'avait la moindre idée de ce qui l'attendait. Il m'avait complètement sous-estimée. Il pensait que j'allais rester pour toujours dans mon coin à pleurer et à me lamenter. Mais il était sur le point de découvrir que la femme la plus dangereuse au monde est celle qui n'a plus rien à perdre et qui a décidé de reconquérir sa dignité. Le premier pas de mon plan fut de m'assurer que tout était légalement documenté. Maître Hélène a lancé une procédure de divorce contentieux, demandant le partage de tous les biens et une pension alimentaire équitable, basée sur son salaire réel et non sur les montants ridicules qu'il déclarait. En même temps, elle a demandé une enquête pour dissimulation de patrimoine, et c'est là que les choses ont commencé à devenir intéressantes. Nous avons engagé un expert comptable qui a commencé à remonter le fil de toutes les transactions financières de Richard au cours des 5 dernières années. Chaque virement suspect, chaque achat dissimulé, chaque centime détourné, et nous avons découvert un véritable empire de mensonges. Il avait non pas une, mais 3 comptes secrets. Il avait acheté un appartement sur la Côte d'Azur au nom d'un prête-nom. Il avait des investissements en crypto-monnaie qu'il n'avait jamais déclarés. Le total s'élevait à près de 400 000 euros dissimulés, alors que mes enfants et moi étions dans le besoin à manger des pâtes tous les jours. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai commencé à fréquenter les mêmes endroits que lui et Catherine fréquentaient. Salle de sport, restaurant, toujours discrète, toujours à observer. Et c'est lors d'une de ces observations que j'ai rencontré Amanda, une ancienne amie de Catherine qui s'était fâchée avec elle. Et Amanda détenait des informations précieuses. Elle m'a raconté que Catherine faisait pression sur Richard pour qu'il l'épouse, qu'elle voulait le luxe, les voyages, les sacs de marque, qu'elle le saignait financièrement, qu'elle lui avait déjà fait payer 2 opérations de chirurgie esthétique et qu'elle lorgnait l'héritage de sa famille. Amanda m'a transmis des captures d'écran où Catherine disait ouvertement à ses amis qu'elle était avec Richard pour son argent, qu'elle le trouvait vieux et sans intérêt, mais que la vie confortable en valait la peine. C'était de l'or en barre. J'ai poursuivi mes recherches et j'ai découvert que Richard détournait de l'argent de l'entreprise où il travaillait pour financer le style de vie extravagant de sa maîtresse. De petits détournements qu'il pensait que personne ne remarquerait. Mais moi, je les ai vus. J'ai tout documenté et envoyé anonymement à la direction de l'entreprise. Je savais que ça allait exploser tôt ou tard. Pendant ce temps, à la maison, je me suis concentrée pour être la meilleure mère possible. Les enfants suivaient une thérapie. Nous parlions ouvertement de leurs sentiments, de l'absence de leur père. Je n'ai jamais dit de mal de lui devant eux, malgré toute la colère que je ressentais, car je savais que cela serait utilisé contre moi plus tard. J'ai pris soin de documenter chacune de ses absences aux visites prévues, chaque anniversaire oublié, chaque promesse non tenue, le tout consigné par audio, vidéo et message. J'ai constitué un dossier complet sur sa négligence parentale. En parallèle, j'ai commencé à reconstruire mon réseau de soutien. Je me suis rapprochée des amis que j'avais perdus de vue pendant mon mariage, car Richard ne les appréciait pas.
J'ai recommencé à fréquenter l'église où allait ma mère, et j'y ai trouvé non seulement un soutien spirituel, mais toute une communauté de personnes prêtes à m'aider. C'est à l'église que j'ai rencontré le docteur Maurice, un psychologue bénévole qui a commencé à nous donner, à moi et aux enfants, des consultations gratuites. Il m'a aidé à surmonter tout le traumatisme, à comprendre les schémas de violence psychologique que j'avais subis, à me pardonner d'avoir mis si longtemps à réagir. J'ai aussi réussi à obtenir le témoignage de quelques mères de l'école de mes enfants sur le comportement de Richard, sur le fait qu'il n'assistait jamais aux réunions, aux événements scolaires, sur la façon dont les enfants demandaient toujours après leur père qui ne venait jamais. C'étaient de petites briques que je posais les unes sur les autres, construisant un mur infranchissable de preuves contre lui. Et puis, il s'est passé exactement ce que j'attendais. 6 mois après que j'ai envoyé ce dossier anonyme à l'entreprise, Richard a été licencié pour faute grave. Ils ont découvert les détournements, les irrégularités. Il a perdu l'emploi qu'il occupait depuis 15 ans, il a perdu sa réputation, et soudain, l'homme qui se croyait invincible s'est retrouvé au chômage, endetté et désespéré. Catherine n'a pas perdu de temps. Dès que l'argent a manqué, elle a commencé à montrer son vrai visage. Les disputes étaient constantes, les voisins se plaignaient, elle l'humiliait publiquement sur les réseaux sociaux, postant d'immenses tirades sur les hommes ratés. Et quand elle a découvert qu'il n'avait plus rien à lui offrir, elle a simplement fait ses valises et est partie. Elle l'a laissé seul dans cet appartement en location qu'il avait à peine les moyens de payer. Pendant ce temps, la procédure de divorce avançait en ma faveur. Le juge avait vu toutes les preuves de dissimulation de patrimoine, de négligence parentale, de violence psychologique. Le jugement a été clair. J'obtiendrai 80% des biens, y compris la maison qui était déjà pratiquement la mienne. Il devrait verser une pension alimentaire conséquente calculée sur son salaire réel avant son licenciement. Et il n'aurait qu'un droit de visite supervisé auprès des enfants jusqu'à ce qu'il prouve être apte à devenir un père présent. Sa famille, Marlène et Patricia, qui avaient toujours été si venimeuses avec moi, ont tenté d'interférer. Elles sont allées voir le juge, ont porté de fausses accusations, mais je m'étais préparée à ça aussi. Chaque accusation de leur part, je la réfutais avec des preuves concrètes, photos, vidéos, témoins. Elles ont fini par recevoir un avertissement du juge pour tentative de manipulation de la procédure. Et le plus poétique dans tout ça, c'est que l'appartement sur la Côte d'Azur, qu'il avait acheté en cachette, a dû être vendu pour payer ses dettes, et une partie de la somme m'est revenue à titre de réparation. Je l'ai vu s'enfoncer de plus en plus, vivre chez sa mère, chercher un emploi sans succès à cause de la tâche sur son dossier. Sans sa maîtresse, sans son argent, sans la famille qu'il avait détruite. Complètement seul. Et moi, je reconstruisais ma vie, brique par brique. La maison était payée, les enfants allaient mieux, j'avais eu une promotion au travail, j'avais de vrais amis, j'avais la paix, la dignité. J'avais quelque chose qu'il n'aurait plus jamais. Je m'étais retrouvée. Et cela me ramène à cet instant sur le pas de ma porte. Richard, à genoux devant moi, anéanti, humilié, implorant une seconde chance, et moi le regardant avec une froideur dont je ne me serais jamais cru capable. Il a saisi ma main, ces mêmes mains que j'avais un jour tant aimé tenir, et a dit, la voix brisée, qu'il avait tout perdu, que Catherine l'avait utilisé puis jeté comme un déchet, que sa famille lui avait tourné le dos dès que l'argent avait disparu, qu'il n'avait plus de travail, plus de maison, plus personne, et qu'il avait enfin compris ce qu'il avait perdu. Que j'étais la seule personne à l'avoir vraiment aimé, qu'il avait été un imbécile, un aveugle, un monstre, et qu'il passait ses nuits blanches à repenser à tout le mal qu'il m'avait fait, à la façon dont il m'avait humilié, dont il avait détruit notre famille, et que si je lui laissais une seule chance, juste une, il passerait le reste de sa vie à se racheter, à être le mari et le père qu'il aurait dû être depuis le début. Les larmes coulaient sur son visage. Cet homme qui avait toujours été si fier, si arrogant, était là, complètement brisé. Et je l'ai laissé parler, je l'ai laissé déverser toute sa douleur, tous ses regrets, et quand il eut fini,
Quand le lourd silence s'installa entre nous, je m'accroupis pour me mettre à la hauteur de ses yeux, je lui pris le visage entre mes mains et je dis, d'une voix calme mais ferme, chaque mot qui sortit de ma bouche fut pour lui une sentence de mort. Je dis, Richard, tu as raison sur une chose, je t'ai vraiment aimé. Je t'ai aimé de chaque fibre de mon être. Je t'ai aimé quand tu m'humiliais devant ta famille. Je t'ai aimé quand tu me trompais et que tu me traites de folle parce que je te soupçonnais. Je t'ai aimé quand tu as choisi une fille de 25 ans à la place de la mère de tes enfants. Je t'ai aimé quand tu nous as abandonnés sans un regard en arrière. Je t'ai aimé jusqu'au jour où je t'ai vu dans ce supermarché, riant avec elle pendant que tes enfants crevaient de faim. Et c'est ce jour-là, à cet instant précis, que j'ai enterré la femme qui t'aimait. Elle est morte sur le champ. Et ce qui se tient devant toi maintenant, c'est une autre personne. Une personne que tu as créée de tes propres mains, à travers chaque mensonge, chaque trahison, chaque humiliation. Je vis ses yeux s'écarquiller, alors qu'il comprenait lentement ce que je disais, et je continuais. Tu veux savoir ce que j'ai fait pendant que tu vivais ton conte de fées avec Catherine ? J'ai reconstruit tout ce que tu as détruit. J'ai trouvé un meilleur travail, j'ai payé la maison toute seule. J'ai élevé nos 3 enfants sans un centime de ta part. Et tu sais quoi ? J'ai documenté chaque abandon, chaque pension non versée, chaque promesse non tenue, chaque mensonge. Et j'ai tout utilisé pour que justice soit faite. C'est moi qui ai envoyé ce dossier anonyme à ton entreprise. C'est moi qui ai découvert tes comptes secrets, tes détournements, ta dissimulation de patrimoine. C'est moi qui ai orchestré chaque pas de ta chute. Car pendant que tu me sous-estimais, pensant que j'allais rester pour toujours à pleurer dans un coin, moi, je construisais ton enfer. La couleur quitta son visage, sa bouche s'ouvrit sous le choc. Les larmes s'arrêtèrent, cédant la place à une expression de pure terreur. Et je lui ai montré les photos qu'Amanda m'avait données, les captures d'écran des conversations de Catherine, disant qu'elle n'était avec lui que pour l'argent, prouvant que même la femme pour qui il avait détruit notre famille ne l'avait jamais vraiment aimé. Je lui ai montré les documents du dossier, le jugement de divorce, la pension qu'il devra payer pendant les prochaines années, les visites supervisées car le juge l'avait jugé père absent et nuisible. Je lui ai montré mon relevé de compte, la maison payée, la nouvelle voiture que j'avais achetée avec mon propre argent. Je lui ai montré une photo des enfants, heureux, en bonne santé, en thérapie, en train de se remettre du traumatisme qu'il a causé. Et c'est là que j'ai prononcé la phrase que je gardais en moi depuis des années. Richard, tu n'es pas ici parce que tu m'aimes. Tu es ici parce que tu as tout perdu et que tu penses que je suis ta planche de salut. Mais je ne le suis pas. Je ne suis plus ta femme. Je ne suis pas ton amie. Je ne suis plus rien à toi. Je ne suis que la mère de tes enfants. Et en tant que mère, il est de mon devoir de les protéger de tout ce qui pourrait les blesser, y compris de toi. Alors non, tu n'entreras pas dans cette maison. Tu n'auras pas ta seconde chance. Tu vas vivre avec les conséquences de tes choix, tout comme j'ai vécu pendant des années avec les conséquences de tes trahisons. La différence, c'est que moi, j'ai survécu. Je me suis reconstruite et je suis devenue plus forte. Y arrives-tu, toi aussi ? Je l'ignore et je m'en fiche. Parce que ce qui t'arrive désormais, ce n'est plus mon problème. Il a essayé de parler et d'argumenter, mais je me suis relevée, je l'ai regardé une dernière fois avec un mélange de pitié et d'indifférence, et je lui ai claqué la porte au nez. Je l'ai entendu crier mon nom, frapper à la porte, supplier encore une fois, mais je ne suis pas revenue. Je suis rentrée, j'ai verrouillé la porte, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une paix véritable. 2 ans ont passé depuis ce jour sur le seuil, et quand je regarde en arrière, je peine à reconnaître la femme que j'étais. La maison, autrefois un champ de bataille rempli de souvenirs douloureux, s'est transformée en un véritable foyer. J'ai redécoré chaque pièce, effaçant ses traces et créant un espace qui reflète celle que je suis devenue. Les murs qui ont été témoins de tant de larmes résonnent aujourd'hui de rires, de conversations, de musique, de la vraie vie. Les enfants s'épanouissent d'une manière qui m'émeut chaque jour. Béatrice, qui n'avait que 12 ans quand tout est arrivé et portait tant de colère et de confusion, a aujourd'hui 14 ans, réussit brillamment à l'école, suit sa thérapie régulièrement et m'a confié être fière de la mère qu'elle a.
Elle comprend maintenant que le divorce n'était pas de ma faute, mais la meilleure décision que j'ai pu prendre pour nous protéger tous. Gabriel a surmonté les troubles du comportement qu'il avait développé. Il est redevenu ce garçon doux et affectueux, joue au football dans l'équipe de l'école et a de vrais amis. Sophie, qui n'était qu'un bébé quand tout s'est effondré, a 5 ans maintenant. Magnifique, intelligente, pleine de vie, et heureusement, elle ne porte pas les mêmes cicatrices que ses aînés, car j'ai réussi à la protéger à temps. Quant à Richard, il s'acquitte du strict minimum que la justice a ordonné. Il paie la pension en temps et en heure, car il sait que s'il a un mois de retard, je lui tomberai dessus. Les visites supervisées sont peu à peu devenues des visites régulières à mesure qu'il prouvait être plus stable. Il a trouvé un emploi modeste, rien de comparable à ce qu'il avait avant. Il vit dans un petit appartement, seul, et d'après ce que l'on m'a dit, il est en dépression et suit également une thérapie tentant de faire face aux conséquences de tout ce qu'il a fait. Les enfants le voient, oui, car je n'ai jamais voulu les couper de leur père, malgré tout. Mais leur relation est différente maintenant. Ils l'aiment encore, mais avec une distance prudente, comprenant avec une maturité précoce qu'il leur a fait défaut et qu'ils se remettent ensemble de cette blessure. Sa famille, Marlène et Patricia, a complètement disparu de nos vies après que tout s'est effondré. J'ai découvert plus tard qu'elles lui avaient aussi tourné le dos quand elles ont compris qu'il n'y avait plus ni argent ni statut à protéger. C'est drôle comme les gens montrent leur vrai visage quand on n'a plus rien à leur offrir. Quant à Catherine, j'ai appris par des connaissances qu'elle est déjà avec un autre homme, plus âgé, plus riche, rejoint le même scénario. Certains n'apprennent jamais. Mais elle m'a rendu un service sans le savoir. Elle a mis au jour la vérité que j'avais besoin de voir, m'a libérée de la prison que j'avais moi-même construite en croyant que ma valeur était liée à ce mariage. Aujourd'hui, j'ai une carrière solide, j'ai encore eu une promotion et je suis maintenant directrice régionale de l'entreprise où je travaille. Je gagne bien ma vie, je subviens dignement aux besoins de ma famille, je voyage avec les enfants pendant les vacances. Des choses simples, mais qui pour nous valent de l'or, car elles sont le fruit de l'honnêteté et d'un travail acharné. J'ai réappris à m'aimer, à me regarder dans le miroir et à voir non pas l'épouse rejetée, mais la guerrière qui a survécu et vaincu. J'ai recommencé à fréquenter quelqu'un il y a quelques mois. J'ai rencontré Paul lors d'un événement professionnel. Il est également divorcé, père de 2 enfants, un homme gentil, respectueux, qui me traite comme une priorité et non comme une option. Nous y allons doucement, sans nous presser, en apprenant à nous connaître, en construisant quelque chose basé sur le respect et un véritable partenariat. Je ne sais pas si ça va marcher, ni si je me remarierai un jour, mais je sais que je n'accepterai plus de miettes, que je ne me contenterai plus de moins que ce que je mérite. Car j'ai appris de la plus dure des manières que l'amour de soi passe avant tout autre amour. J'ai découvert la foi d'une manière profonde tout au long de ce processus. L'église que fréquentait ma mère est devenue mon refuge, mon lieu de guérison. C'est là que j'ai trouvé la force de pardonner, non pas pour qu'il revienne, mais pour que je puisse aller de l'avant, sans porter le fardeau de la rancœur. J'ai pardonné à Richard, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je méritais la paix. Je méritais la liberté. Je méritais de ne plus me réveiller avec cette boule dans la gorge. Le pardon ne signifie pas oublier ou le reprendre. Il signifie simplement lâcher prise, laisser Dieu s'occuper de la justice divine pendant que moi, je m'occupe de ma vie. Je regarde la femme que j'étais, à genoux, en pleurs, suppliant son mari de ne pas partir, s'humiliant, perdant sa dignité, et je ressens une immense compassion pour elle. Mais je sais aussi qu'elle devait traverser tout cela pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Les cicatrices sont toujours là, je ne vais pas mentir. Il y a des jours difficiles, des moments où la solitude pèse, des nuits où je remets en question mes choix. Mais même dans les jours les plus difficiles, je sais que j'ai pris la bonne décision. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose que je n'avais pas dans ce mariage toxique. J'ai la paix, j'ai la liberté, j'ai la dignité et je me suis retrouvée. Et j'ai découvert que cela est bien plus précieux que n'importe quelle relation qui exige que je m'efface pour exister. Mes enfants voient une mère forte, indépendante, qui n'accepte pas le manque de respect, qui se bat pour ses droits et qui se respecte. Et c'est le plus bel héritage que je puisse leur laisser, en particulier à Béatrice et à Sophie, qu'elles grandissent en sachant qu'elles ne devront jamais accepter moins que ce qu'elles méritent,
que leurs valeurs ne résident pas dans le fait d'avoir un homme à leur côté, mais dans ce qu'elles sont au plus profond d'elles-mêmes. Si je pouvais revenir en arrière et dire quelque chose à cette femme dans le supermarché, en train de voir son ex-mari avec sa maîtresse, je lui dirais « Respire, car tout ce qui te semble être la fin du monde n'est que le commencement de ta vraie vie, de la vie que tu as toujours méritée, mais que tu avais peur d'aller chercher. Chaque jour, je suis reconnaissante d'avoir eu le courage de fermer cette porte, de dire non, de m'être choisie, car ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise de toute ma vie. » Et maintenant, c'est à votre tour. J'aimerais savoir ce que vous pensez de tout ça. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Déjà ressenti cette douleur d'être trahi par quelqu'un qui avait juré de vous aimer? Avez-vous déjà dû faire le choix impossible entre pardonner ou aller de l'avant? Avez-vous eu besoin de reconstruire votre vie à partir de zéro après que quelqu'un l'ait détruite? Écrivez-le dans les commentaires. Partagez votre histoire avec moi, avec cette communauté incroyable que nous bâtissons ensemble. Car en partageant nos expériences, en montrant nos cicatrices, nous aidons d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules, qu'il est possible de survivre, de se reconstruire et d'être à nouveau heureuse. Et si vous traversez une épreuve pareille en ce moment, si vous êtes dans cette phase de douleur où tout semble s'écrouler, où vous ne voyez plus la lumière au bout du tunnel, je veux vous dire une chose très importante. Vous n'êtes pas seule. Vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez et vous allez vous en sortir. Mais par-dessus tout, je veux vous encourager à chercher un soutien spirituel en Dieu, car c'est ma foi qui m'a portée dans les moments les plus sombres. Quand je croyais que je n'allais pas tenir un jour de plus, c'est la présence de Jésus-Christ qui me donnait la force de me lever du lit et de continuer, de ne pas abandonner mes enfants et de ne pas m'abandonner moi-même. Si vous n'avez pas encore de relation personnelle avec Dieu, je vous invite à le chercher, à lui ouvrir votre cœur, car il a un plan merveilleux pour votre vie, même quand tout semble perdu. Cherchez une église près de chez vous, une communauté de foi où vous pourrez trouver du soutien, la prière, un accueil, des personnes qui vous relèveront quand vous n'aurez plus la force de tenir debout. Car le chemin est plus léger quand on n'est pas seul. Et Dieu ne nous abandonne jamais, même quand tous les autres nous abandonnent. Il est un refuge, une forteresse, la paix au milieu de la tempête. C'est lui qui m'a donné la sagesse de prendre les bonnes décisions, qui m'a donné le courage de fermer cette porte, qui m'a donné la force de pardonner et d'aller de l'avant. Et il peut faire de même pour vous. Jésus-Christ transforme les vies, guérit les blessures, restaure ce qui a été brisé, et il vous attend les bras ouverts pour vous accueillir. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe combien de fois vous êtes tombé, il vous aime inconditionnellement et veut vous voir libre, guérie et heureuse. Alors s'il vous plaît, n'essayez pas d'affronter tout cela seul. Cherchez Dieu, cherchez une communauté de foi et permettez-lui de faire dans votre vie le miracle qu'il a fait dans la mienne. Je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment, en particulier pour celles qui souffrent, qui sont dans des relations abusives, qui ont perdu espoir, qui ne voient pas d'issue. Je prie pour que Dieu touche vos cœurs, qu'il vous donne le courage et la sagesse nécessaires pour prendre les bonnes décisions, pour vous protéger, pour protéger vos enfants, pour reconstruire vos vies sur une base solide qui est le Christ. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, de m'avoir écouté, de faire partie de ce chemin avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like, d'activer la cloche, de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message et surtout de laisser votre commentaire ci-dessous pour raconter votre histoire, vos réflexions, vos victoires. Car chaque histoire compte, chaque voix mérite d'être entendue et ensemble nous sommes plus forts. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne la paix, la force, la sagesse et le courage d'affronter tout ce qui se présentera. Je vous embrasse fort et à la prochaine vidéo.